Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Banamikili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Papa Henri, bonjour. Bonjour Jeannot. Nous reprenons nos émissions et sans plus tarder, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au sommet Afrique-États-Unis qui est en train de se dérouler en ce moment? Et en deuxièmement, peut-être enchaîner avec le discours de John Kerry qui reste inflexible et qui veut que chaque chef d'État respecte la Constitution à la fin de son mandat. Alors, le sommet qui s'est ouvert ce mardi 5 août à Washington est le premier du genre, puisque jusqu'ici, il n'y avait pas de sommet États-Unis-Afrique. C'est donc une première. Il faut se rappeler que Obama, lorsqu'il a été élu en 2008, a effectué en 2009 et 2011 deux voyages, dont l'un en 2009 où il a prononcé à Accra ce fameux discours où il disait que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Et comme il est arrivé aux affaires dans un contexte particulièrement agité, avec notamment la crise financière internationale et le début du désengagement des troupes américaines en Irak et en Afghanistan, il n'a pas eu le temps de pouvoir se consacrer un tant soit peu à l'Afrique, en dépit du fait qu'il y avait déjà des mécanismes qui avaient été mis en place par ses prédécesseurs, notamment George W. Bush et Bill Clinton, évidemment, en matière de commerce et d'investissement. Cela étant, ce rendez-vous permet à Obama, qui est à 2 ans de la fin de son mandat, de pouvoir rattraper un certain retard, puisque d'aucuns le reprochent de n'avoir pas vraiment considéré l'Afrique comme étant une de ses priorités. Alors, ce qu'il faut en attendre, je dirais que c'est un exercice très convenu. Nous sommes en pleine diplomatie, l'objectif n'étant pas de vexer ni de brusquer ses invités. Je pense qu'il aura à cœur de rappeler certains principes. Vous faites allusion au discours de John Kerry. Je pense qu'il a, hier, le 4 août, prononcé devant un parterre de dirigeants africains, on va dire, ce qui pourrait être l'amorce du discours d'Obama, à savoir le nécessaire respect des droits fondamentaux, des libertés individuelles et de la démocratie. Il l'a d'ailleurs dit, je cite, « Nous presserons les chefs d'État africains afin qu'ils ne révisent pas la Constitution pour des raisons de convenance personnelle ou politique. » C'est-à-dire qu'il donne véritablement le ton et les délégations dirigées par les chefs d'État africains devront se souvenir qu'effectivement ces principes seront martelés par l'administration Obama. Quelque part, le discours de John Kerry, est-ce qu'on doit vraiment le considérer ou bien s'agit-il d'un troc ou donnant-donnant? Au plus vous allez nous donner de vos matières et vous allez vous ouvrir aux affaires par rapport à l'Amérique, et au plus on va vous laisser tranquille et on ne va pas s'occuper de vos constitutions et vous pourrez en faire ce que vous en voulez. Est-ce que ce n'est pas une pression? Probablement. En fait, il faut rappeler que une des raisons pour lesquelles Barack Obama a convoqué ce sommet, c'est bien évidemment la montée en puissance de la Chine en Afrique. Et donc la difficulté pour les États-Unis de pouvoir préserver au mieux leurs intérêts dans un contexte de conflit, dans plusieurs zones dites sensibles. Et donc il fallait prendre une initiative. Alors, cette initiative, elle intervient à un moment où bon nombre de chefs d'État sont atteints par la limitation de mandat. Alors, comment concilier à la fois les impératifs, à la fois de respect des libertés, de la démocratie, de la bonne gouvernance, et la réelle politique qui consiste en fait à pouvoir tenir compte de la situation de chacun avant d'exercer quelque pression que ce soit. À ce petit jeu-là, il est bien évident que le contenu du discours de Barack Obama et partant de là celui de John Kerry la veille ne reflète en réalité qu'un état d'esprit, celui qui consiste à bien fixer les idées et mettre d'une certaine manière en demeure ces chefs d'État de s'inscrire dans un schéma d'alternance démocratique. Cela étant, les situations sont tout à fait différentes. Prenez par exemple Blaise Compaoré, qui a joué un rôle non négligeable en sa qualité de président d'exercice de la CEDEAO pour trouver une issue au conflit malien.
Lui est en fin de mandat. Il est clair que si la menace islamiste se précise davantage, euh, il y aura certainement des Moins de pression chez réalités. lui Il y que aura chez moins de d'autres pression présidents. parce qu'il apparaîtra comme étant le seul rempart contre la montée de ce phénomène. Vous prenez le cas de Paul Kagame, qui lui aussi est atteint par la limitation de mandat. 2017 consacrera la fin de son mandat, mais il se trouve que et lui et Museveni sont considérés par les Américains comme étant deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, comme étant deux pays à même de stopper l'avancée des islamistes dans la partie orientale du continent africain. C'est vraiment du cas par cas. Quand vous prenez Joseph Kabila, même topo, lui ne peut pas se représenter, c'est clair, en dépit du fait qu'il y a une volonté de sa majorité de réviser la Constitution. Certains parlent même de changer carrément la Constitution. Son sort va se jouer à l'aune des enjeux du moment. Aujourd'hui, bien malin pourrait être celui qui dira tel partira effectivement à la fin de son mandat, en dépit du fait qu'il soit frappé par cette limitation. Que dites-vous à ceux qui disent que souvent les Chebabs et tout ça, que derrière Boko Haram se cache peut-être en fait la main de l'Amérique qui avait besoin de déstabiliser le Nigeria, qui est quand même une grande puissance en Afrique. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport Moi, à je ne ça? vois pas l'intérêt d'une main américaine derrière Boko Haram, pour la simple et bonne raison que ce sont des compagnies pétrolières américaines qui opèrent au Nigeria, sauf à vouloir se tirer une balle dans le pied. Non, il se peut qu'il y ait des enjeux qui me dépassent, mais très franchement, comme ça, à vue d'œil, je ne vois pas l'intérêt de tirer profit des Boko Haram. Ok, d'accord. Mais de la même manière, quand même, on peut voir en Irak, là où l'EIL, ces L'État islamistes, islamiste de l'Irak l'État au Liban, islamiste, ouais. quand on regarde de plus près, en analysant bien, euh, on est à deux doigts de se dire que l'Amérique peut aussi être derrière. Parce qu'au moment où ils étaient à 20 kilomètres ou 30 kilomètres de Bagdad, on a vu John Kerry qui a atterri à Bagdad sans aucun souci. Et depuis qu'il a atterri là-bas et qu'il a demandé au Premier ministre El Maliki de faire tout pour peut-être quitter le pouvoir, les choses se sont calmées d'elles-mêmes. Et on ne parle plus d'avancée. Donc on dirait qu'il y a une certaine manipulation dans ce jeu. Bah, Non, dans cette zone géographique, les choses ne sont jamais simples. Moi, j'ai en mémoire cette expression d'un célèbre géostratège français qui disait que lorsque vous serrez la main à un Iranien ou à un Irakien, vous engagez une partie d'échec. Ça veut dire tout simplement que ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous croyez. Donc, il y a des intérêts cachés, il y a un jeu géostratégique qui se joue, sachant par ailleurs que ce qui se passe à l'heure actuelle en Irak conforte bien évidemment la position iranienne, puisque ce sont des alliés qui commencent à prendre des pans entiers du territoire irakien. De la même manière que la Syrie se trouve dans une situation où il est de bon ton de lutter contre les islamistes, il n'est pas très aisé de pouvoir démêler le vrai du faux dans cette situation. Ce que l'on sait, par contre, c'est que euh, les Occidentaux ont atteint les limites de leur capacité dans cette zone géographique et qu'ils sont malheureusement obligés à l'heure actuelle d'assister impuissants à ce qui se passe. Ce qui explique d'ailleurs à la fois l'absence de résolution dite contraignante et surtout l'absence de volonté politique de pouvoir se saisir du problème. Mais c'est une situation que l'on observe déjà d'une certaine manière en Afrique, avec une différence notable, c'est que vous avez quand même, à titre purement individuel, des pays comme la France qui essayent d'entraîner dans leur sillage la communauté internationale. C'est le cas notamment du Mali, c'est le cas de la Centrafrique, et dans une moindre mesure, mais pour d'autres raisons au niveau de la Somalie, pour essayer de trouver un début de solution à ces crises-là. Mais les choses ne sont pas simples, hein, je vous le concède. en même moment que hier s'ouvrait donc le sommet Afrique-États-Unis, il y avait une manifestation qui a été appelée par l'opposition congolaise
avec à sa tête l'UDPS, l'UNC, l'ESID et quelques partis de l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quelles en sont les répercussions? Quelles en sont, et surtout, nous avons appris que le secrétaire, je crois, de l'UNC ou secrétaire général a été arrêté ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et où va le Congo dans... Alors, il faut rappeler que cette manifestation a été autorisée. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a eu un effort probablement surhumain, je n'en sais rien, du pouvoir pour autoriser cette manifestation. Alors, au niveau du déroulé, les choses se sont très bien passées. Les forces de l'ordre se sont comportées de manière tout à fait exemplaire. La foule était calme et les responsables politiques qui étaient là se sont comportés dignement. Simplement, nous avons appris effectivement ce matin l'arrestation à 6 heures du matin de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Alors, il aurait en fait demandé que le président Joseph Kabila se retire. Alors que, et où est la liberté d'expression là-dedans? C'est là tout le problème, parce que en fait, dans les propos qu'il a tenus, il n'y a absolument rien de répréhensible, que du contraire, il a renouvelé son souhait de ne pas voir la Constitution révisée, ce sur quoi la plupart des partis d'opposition sont tombés d'accord. Je note au passage que le MLC n'était pas présent à cette manifestation. Mais ça fait longtemps, de toute façon, on ne considère plus pour le les raisons MLC. qui lui sont propres. Enfin, toujours est-il que, en sa qualité de député, son immunité parlementaire n'a visiblement pas suffi à dissuader ceux qui l'ont enlevé à son domicile. Mais je pense qu'ils se sont certainement rendus compte de la bourde au point de le transférer des locaux de l'ANER vers le parquet général de la République, ce qui montre bien la célérité avec laquelle ce dossier va être, disons, traité. Mais ça fait quand même désordre, dans la mesure où, à l'heure actuelle, Joseph Kabila se trouve aux États-Unis et qu'il n'avait visiblement pas besoin de cet épisode que je considère pour ma part comme malheureux. Et si j'avais un pronostic à faire, je dirais que l'initiative est certainement venue de quelqu'un de visiblement très zélé qui a souhaité probablement renouveler sa loyauté à Joseph Kabila. Mais je ne pense pas qu'il en demandait tant. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir du Congo et pour les futures échéances électorales qui sont en train de s'approcher avec un tel comportement? C'est dommage. C'est même regrettable, puisqu'on nous a martelé pendant des mois la cohésion nationale, mais on se rend compte avec le recul que ce n'est qu'un slogan. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toutes ces interrogations au sujet des promesses et des recommandations faites aux concertations nationales. Je considère pour ma part que ce n'est plus qu'un lointain souvenir et qu'il vaut mieux aujourd'hui se focaliser vers les vrais enjeux. C'est plutôt de savoir si la majorité va matérialiser sa volonté de réviser la Constitution ou de passer en force avec le référendum. Il faudra évidemment être attentif à la position de Joseph Kabila, dont il faut rappeler qu'il n'a aucun intérêt à fixer l'opinion sur son sort, pour la simple et bonne raison que s'il le fait, c'est ni plus ni moins l'explosion de sa majorité, puisque comme vous le savez, les plans de carrière sont malheureusement la principale motivation de ces personnes-là. D'accord, donc ça veut dire que quelque part, si de quoi est-ce qu'on craint s'il veut faire appel à la population? Que cette population-là soit corrompue pour accepter qu'il puisse changer la Constitution, ou bien c'est juste le fait que, voilà. Et vous savez, la révision constitutionnelle n'est pas interdite. Tout dépend de ce que vous voulez en faire. Si vous la révisez pour vous maintenir au pouvoir, vous le faites pour de mauvaises raisons. Des raisons personnelles si et vous le faites individualistes. pour rendre davantage efficace et efficient la gouvernance de l'État, ça peut se concevoir. Mais dans ce cas-là, vous ne touchez pas au mode de scrutin et surtout, vous ne touchez pas à la manière dont doivent être élus ou désignés ceux qui doivent nous représenter. Donc c'est une question de mobile et d'opportunité. Force est de remarquer malheureusement qu'à l'heure actuelle, le mobile et l'opportunité avancée par la majorité pose véritablement
une question morale, puisqu'il s'agit une fois de plus de changer les règles du jeu en plein match, ce qui, bien évidemment, est inacceptable. Par contre, un changement de constitution qui ferait consensus au niveau d'un certain nombre d'articles, ça, pour le coup, avec l'assentiment de toutes les forces politiques en présence, devrait faire l'objet de négociations ou de discussions. Mais passer en force uniquement pour convenance personnelle me paraît le plus mauvais signal qui puisse être envoyé à la démocratie. Et aujourd'hui, pour terminer, nous allons terminer par là. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui se posent des questions par rapport à cette unité UDPS, UNC et d'autres partis. Il y en a d'autres qui le voient d'un très mauvais œil. Pour vous, personnellement, qu'en pensez-vous et qu'est-ce que ça peut apporter de positif ou de négatif au futur du Congo de demain par rapport à Kabila qui est là et qui se maintient alors qu'on a besoin d'une unité pour essayer de le bouter dehors? Alors moi je distingue l'unité de l'union. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Okay. L'unité de l'opposition. On peut afficher son unité sans être forcément uni. Okay. Je m'explique. On met de côté nos divergences de manière tout à fait conjoncturelle pour faire avancer quelque chose. Ou alors, nous arrivons à un constat commun sur la manière commune de résoudre un problème commun. Alors, vous parlez de l'UDPS et de l'Union pour la Nation, enfin de l'UNC. Je crois que nous devons savoir ce que l'on veut. On ne peut pas à la fois reprocher à l'opposition d'être incapable de s'unir et quand elle le fait, commencer à mettre en doute sa capacité à le faire. Donc je crois que ce rapprochement qui est beaucoup plus conjoncturel qu'autre chose va selon moi dans le bon sens puisqu'il s'agit quand même des deux principales forces politiques d'opposition. Alors, tout en rappelant qu'il y en a une de ces forces-là qui s'est déjà un petit peu retirée de l'opposition comme telle. Hein. Officiellement le MLC, et je pense que le MLC fait toujours partie de l'opposition, mais il est vrai que les choix qui ont été opérés ces derniers mois laissent planer un doute quant à la volonté réelle ou supposée de ce parti de rester dans l'opposition. Je rappelle que le MLC a participé aux concertations nationales et ne s'est pas montré particulièrement solidaire des initiatives prises par l'opposition. Mais ça, c'est son affaire. Pour le reste, je crois que nous devons veiller à ce que le processus aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire si le calendrier électoral est susceptible de faire l'objet d'amendements ou de toilettage à la faveur d'un consensus national et qu'elle se tienne dans des délais dits raisonnables, je pense qu'il sera possible d'aborder les échéances de 2016 en toute sérénité. Dans le cas contraire, ce sera l'affrontement avec les conséquences incalculables que l'on sait. Aujourd'hui, nous allons en rester là. Merci. Merci. Une chanson d'espoir pour le Congo. Tosimani, Bisoki Osoro, Massime Kolo. Personne ne viendra prendre notre place des Congolais. C'est à nous les Congolais. Rien que pour nous. Et sur ces sens, rien que la vérité. If my people who are called by my name humble themselves and pray, seek my face, I will hear them from heaven and I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land, I will heal the land. Encore une fois pour ma patrie, ceci ne pas pour nous faire danser, non plus pour nous faire pleurer. Prenons conscience mais